Bonjour tout le monde, merci d'être là. Souvent, quand je fais des exposés, je m'occupe à la fois de la musique et l'informatique. Alors, c'est toujours. Donc, j'essaye de parler l'informatique devant les musiciens et musique devant les informaticiens. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que j'avais un grand compositeur qui présentait avant moi. Et je dirais que ça a un peu simplifié l'affaire pour moi parce que tout ce que je vais vous montrer, c'est la partie, disons, recherche en informatique de ce que vous avez vu auparavant. Et le projet que je vais vous montrer, c'est un projet qui est un excellent exemple de collaboration art-science où l'imaginaire artistique et l'innovation scientifique se rencontrent pour aller dans des domaines différents. Alors, je vais un peu vous décrire, comme rappel, le contexte de ce travail. Donc, il s'agit de la musique mixte, qui est une association sur scène de l'ordinateur ou des ordinateurs avec des musiciens. Donc, on a des musiciens qui jouent sur scène. Au moment de l'interprétation, au moment du concert, on a un ordinateur qui interagit avec eux, il interprète sa propre partie. Et on ne peut pas dissocier ça par l'écriture et la programmation. Donc, je mets toujours l'humain par rapport à l'ordinateur. Ce qui est impressionnant, si on oublie les ordinateurs, est-ce que vous avez souvent des partitions de musique très complexes comme celle-ci, il s'agit d'un extrait de Mahler, je crois, où le compositeur a écrit pour 100, 150 instruments, pas en étant à côté d'un orchestre, il l'a écrit probablement chez lui, mais en écrivant, en fait, il avait la capacité d'imaginer un résultat final, comment ce résultat, en fait, se présente sur scène pour pouvoir écrire et ensuite assurer que ce qui va être exécuté, ça correspond à ce qui a été écrit. Alors ce passage du temps pensé, du temps écrit vers le temps produit, pour l'informaticien que je suis, ça représente beaucoup de sous-entendus qui sont inaccessibles aux machines. Alors je vais vous rappeler quelques-uns de ces sous-entendus que Philippe a parlé très bien. Tout d'abord, le temps interprété élastique. Souvent, quand je fais des exposés, je montre deux interprétations de ce fugue de Bach, une par Glenn Gould et la deuxième par Richter. Vous pouvez le découvrir vous-même. Ce qui est impressionnant dans ces deux interprétations, est que l'interprétation de Richter dure 2 fois plus longtemps. Vous n'allez même pas l'apercevoir, mais ça montre à quel point le temps musical est fluide, et tout ça à partir d'une seule écriture. Le deuxième aspect dont Philippe a très bien parlé, là, on ne parle pas de machine, on parle que des humains. Le deuxième aspect, c'est le temps hétérogène. Alors, en fait, on ne peut pas parler du temps musical, mais les temps musicaux. L'écriture musicale, disons du temps qu'on connaît très bien, c'est ce qu'on appelle l'écriture pulsée ou striée, où on définit une sorte d'horloge, en fait, ce qui appelle le tempo, qui donne une indication au musicien, et l'unité de ça, c'est le nombre de pulsations par minute. On dit par exemple ici que vous pouvez jouer ça. Un noir est égal à peu près 104 pulsations par minute. Et les musiciens arrivent à le jouer très très bien, je peux vous dire qu'on a même fait des tests. Mais ça donne en fait une sorte d'horloge de référence où les musiciens essaient de se caler, mais tout en le variant, qui donne naissance aux interprétations. Mais on a aussi le temps lisse, on a aussi le temps continu. Donc ici à gauche, vous avez une partition de György Ligeti, le compositeur hongrois, pour un orgue. Ça s'appelle Volumina, et il y a des gens qui le jouent. Vous l'avez certainement entendu même dans certains films de Kubrick. À droite, vous avez une partition pour un orchestre à cordes, c'est une œuvre de Penderecki qui s'appelle Trénote pour des victimes de Hiroshima. Les êtres humains, ils le jouent sans aucun problème. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il arrive, pour les êtres humains toujours, de mettre tout ça ensemble. Donc ça, c'est une partition de Stockhausen, c'est un peu extrême, mais on donne ça aux musiciens humains, ils mettent ça tous ensemble et ils le jouent. Donc maintenant, on va revenir sur ce que Philippe Manoury a raconté. Je vais un peu vous montrer comment on construit des pièces mixtes. Donc tout commence par une partition écrite, une écriture
pour les deux médiums humains et informatiques. Donc ici, on a deux exemples. À gauche, on a Anthem 2 de Pierre Boulez pour violon et électronique en temps réel. Donc en haut, en fait, on a l'écriture pour le violon, et tout en bas, en fait, on a une écriture qui ressemble beaucoup à l'écriture instrumentale d'ailleurs, qui est toutes les parties électroniques qui va accompagner la partie violon. Alors, vous allez me dire que ça ressemble pas mal à une partition d'orchestre. C'est vrai, parce qu'il y a les mêmes symboles, les mêmes notions d'écriture instrumentale qui se figurent ici dans l'électronique, sauf qu'au lieu d'avoir des instruments de musique, ici on a une notion de reverb infini, on a un échantillonneur, on a un frequency shifter, etc., etc. À droite, on a la partition de Tensio qu'on vient d'entendre, de Philippe Manoury. Ici, ça c'est pour quatuor à cordes et électronique. En bas, on a la partition pour les 4 instruments. Et en haut, en fait, on a une écriture d'électronique. Et on voit que dans les deux médiums, on a du temps hétérogène. On a du temps lisse, on a du temps strié, etc., etc. Il y a une autre notion du temps qui est très importante, c'est le hors-temps. Il y a des événements, même dans la musique classique, qui existent dans l'espace, mais pas dans le temps. Par exemple, les appoggiatures. Alors, on a une partition comme ça. Maintenant, il faut l'implémenter en vrai. Donc, dans les années 80-90, quand Philippe Manoury a commencé à collaborer avec le mathématicien Miller Paquette, à l'époque, faire du son en temps réel, c'était quelque chose d'assez compliqué. Donc, ils ont inventé à l'IRCAM un petit ordinateur, bon, c'était assez grand, qui s'appelait 4X, qui était le premier Digital Signal Processor DSP, un chip qui était capable de traiter le son en temps réel. Donc, c'était une machine assez grande. Ils ont même fait des tours du monde avec, il paraît. Et après, quand on a une machine qui est capable de faire le calcul, il faut pouvoir le contrôler, il faut pouvoir écrire pour cette machine. Alors, c'est à cette époque-là, en collaboration avec Miller Paquette, Philippe Manoury, il y a une sorte de langage graphique qui a été inventé, qui s'appelait Max à l'époque, qui ressemblait pas mal à ce truc-là. Ça, c'est Pure Data, qui est la version open source du logiciel Max. Alors ici, en fait, on a tout le programme en fait, qui contient la partition de Pluton, qui est pour piano et électronique. Il suffit de cliquer dans chaque boîte pour voir des sous-boîtes, cliquer pour arriver au noyau dur du programme. Alors ici, à droite, en fait, on a ce qu'on appelle la partie audio. En gros, en fait, il y a une petite boîte ici qui dit que tu gères les entrées et j'envoie toutes les entrées à tous les effets. Donc, il va faire le calcul. Et ici, j'ai cliqué juste sur un effet. C'est complètement illisible, mais ce n'est pas grave. Ça nous montre en fait qu'on a un programme hiérarchique qui s'ouvre. Alors, jusque-là, on n'a que le calcul. Après, comment est-ce qu'on lit ça au monde humain? Comment est-ce qu'on met les deux médiums ensemble? Alors, à l'époque, en fait, ils ont essayé de traduire en fait, la partition à un ensemble de messages. Ça veut dire que nos procédures de calcul ici, ils vont recevoir des valeurs qui vont ensuite agir sur le son. Et ces valeurs, en fait, sont en quelque sorte une traduction des jolies partitions graphiques que vous avez vues auparavant, qui sont écrites sous forme de messages, avec des délais, etc., etc. Alors ça, c'était dans les années 80-90. Il faut dire que ce langage graphique Max a été inventé, si je ne me trompe pas, pour cette pièce-là qui s'appelle Pluton. Et aujourd'hui, il est utilisé par le monde entier. Alors aujourd'hui, si vous voulez, la structure des programmes, c'est à peu près pareil. C'est une pièce de 2009, sauf qu'il y a deux différences majeures. C'est plus beau. Et la deuxième différence, c'est que on peut faire beaucoup plus de calculs et le type de calcul qu'on peut faire aujourd'hui, c'est extrêmement varié. Aujourd'hui, les compositeurs, par exemple dans la pièce qu'on vient d'entendre, les sons assez bizarres en fait, qui montaient dans l'extrait qu'on vient d'entendre dans Tensio, il s'agit des sons calculés par un modèle physique. Il s'agit d'un programme qui est en train de résoudre en temps réel des équations différentielles et vibrer des plaques virtuelles, des cordes virtuelles, en fait, pour créer des sons qui ressemblent à des sons de cordes, mais qui ne sont pas vraiment. Donc, on a des différents types de calculs qui ont des exigences différentes. Il faut qu'on les mette ensemble, il faut que ça sorte correctement. Une autre différence, c'est qu'aujourd'hui, on joue tout ça sur un petit ordinateur. On n'a pas besoin d'un grand ordinateur.
Alors, tout ça, ça nous introduit des défis majeurs. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut coordonner et synchroniser en temps réel les deux médiums, ordinateur et humain? Deuxièmement, pour cela, la machine doit avoir une perception artificielle. Il faut avoir une machine d'écoute en temps réel. En plus, il faut pouvoir écrire pour les deux médiums ensemble. Et pour moi, écriture, ça passe par un langage. Et un bon langage, c'est un langage qui ne réduit pas la pensée au moment de ce qui peut bien traduire la pensée. Et en plus de ça, il faut assurer que ce qui est joué est bien ce qui était spécifié dans le temps et aussi dans le calcul. Alors ça, c'est les défis du projet Antescofo dont je vais vous parler. Donc Antescofo est suivi de partitions anticipatives, et on va voir pourquoi anticipatif, qui est un couplage fort entre une machine d'écoute et un langage synchrone temps réel. Alors un peu d'historique, le projet a été lancé en 2007 avec le compositeur Marco Stroppa, version 0.1. En 2008, l'IRCAM m'a demandé de faire un concert de Pierre Boulez, la pièce Exposant fixe pour flûte et grande orchestre électronique à Los Angeles, avec Philharmonique de Los Angeles à Disney Hall devant 2500 personnes. C'était le pire expérience psychique que j'ai connue dans ma vie, parce que vous avez 150 personnes devant vous, on ne parle même pas de 2500 spectateurs. Le moindre erreur qui se produit, en fait, ils vont tous tourner vers vous et vous êtes seul derrière une machine et vous êtes quand même en train d'envoyer du son à 24 haut-parleurs dans une grande salle. C'est là que je me suis rendu compte qu'avoir une machine avec une écoute intelligente ne suffit pas. Il faut rentrer dans l'écriture. Il faut assurer, en fait, que ce qui est joué, ça correspond à ce qui est spécifié, malgré les erreurs qu'il va y avoir dans l'environnement ou même dans la machine elle-même. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des approches langage et j'ai connu le langage synchrone et Gérard Berry grâce au cours de Collège de France en 2009. Et on a monté une équipe INRIA qui s'appelle Mutant. Et juste la semaine dernière, on a sorti la dernière version du langage que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors je vais maintenant essayer de vous raconter un peu ce qui se passe dans les deux parties d'Antescofo, la partie d'écoute et aussi la partie synchrone. Alors tout d'abord, il faut pouvoir percevoir l'environnement extérieur et en temps réel. Alors, il y a deux problèmes majeurs. Alors disons, machine d'écoute de type Antescofo, ça ressemble pas mal au système de reconnaissance de parole que vous avez peut-être vous utilisez sur vos téléphones portables ou tablettes, avec une différence majeure. Ici, on doit détecter des événements dès leur arrivée et pas à la fin. La détection des mots avec la reconnaissance de parole se produit à la fin de la prononciation des mots et pas au début. Ici, on doit les détecter au tout début et le plus rapidement possible. Et par le plus rapidement possible, je sous-entends la seuil de perception de rythme qui est à peu près 15 millisecondes. Ça veut dire que dès que le son rentre dans le système, avant 15 millisecondes, il faut qu'on le détecte, sinon vous allez entendre un rythme. Mais l'écoute événementielle ne suffit pas, comme Philippe a bien montré. Il faut aussi capter l'intention du musicien. Et l'intention du musicien, ce n'est pas de calculer simplement son tempo ou faire des jolis calculs avec des intégrales. Si vous regardez, on oublie les machines, si vous regardez deux musiciens qui jouent ensemble, déjà, ils n'ont pas une écoute parfaite, il faut le dire. Ils arrivent à anticiper. Ça veut dire qu'il arrive à synchroniser en anticipant vers le futur. Il faut que la machine soit capable d'anticiper pour pouvoir mieux réagir, mieux se préparer, mais aussi mieux percevoir. Alors, donc, un des enjeux, comme Philippe vous a montré, c'est de synchroniser l'audio qui rentre, qui est dépourvu de tout la belle symbolisme musical, avec une partition. Donc souvent, en fait, dans la modélisation en intelligence artificielle, on modélise une partition par une séquence d'états comme ça. Et en temps réel, en fait, on a un son qui arrive. Au temps T, on veut savoir à quel état dans la partition ce petit bout de son correspond.
Alors, ceux qui connaissent ce genre de système intelligent, souvent, on utilise des modèles probabilistes. Pourquoi des modèles probabilistes? Parce qu'ici, on est dans un environnement incroyablement incertain. Pourquoi incertain? Parce que le son de micro n'est pas parfait, il va y avoir des bruits d'ambiance, il peut y avoir plein d'erreurs acoustiques, physiques, etc. Et en fait, souvent, dans ce type de problème, on doit faire une inférence. On doit inférer l'état de musicien dans la partition à partir de l'audio, c'est ce qu'on appelle une inférence temporelle, qui s'écrit en fait avec ce formule, en gros, qui dit que c'est quoi le chemin le plus probable ici, depuis le temps 0 jusqu'à t-1, et le fait que je suis sur un état fixe au temps t, étant donné toute l'historique d'audio depuis le temps z jusqu'au temps t. Alors, calculer ça en temps réel, c'est impossible. Donc, on fait plein d'approximations et c'est ça la piège. Donc, on ne peut pas utiliser des modèles qui sont utilisés, par exemple, pour la parole, parce que quand on parle du temps, et là, il y a beaucoup de temps, on parle aussi du mémoire du système. Un des problèmes, si vous voulez, pour les informaticiens comme moi, est que le mémoire musical, c'est un mémoire dynamique. Je ne peux pas simplement dire que la durée de toutes les notes peut être définie par 3 états. Si ces 3 états, à un moment donné, ça peut être 10 à un autre moment. Il y a aussi des différents temps. Il y a un temps micro-événementiel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une note, et un temps macro-événementiel, qu'est-ce qui se passe entre les notes et les accords et les tris. Il y a aussi le temps strié, le temps lisse. Donc il faut avoir des modèles en fait, qui peuvent exprimer ces temps qui sont déjà écrits dans une partition. Et ces temps-là vont devenir aussi, au bout d'un moment, hiérarchiques, surtout pour le temps continu. Le troisième point qui est encore plus important, qui nous a pris beaucoup de temps, c'est que on a un système intelligent. Le système intelligent, il observe quelque chose dans l'environnement. Donc il faut savoir que par exemple, pour les pièces de Manoury, on est face aux œuvres très très complexes et des fois polyphoniques quand il s'agit d'un piano, quand il s'agit d'un quatuor à cordes. Et on ne peut pas avoir une oreille qui est parfaite. Déjà, notre oreille, je vais peut-être vous décevoir, n'est pas parfaite. On n'a pas une oreille absolue sur la hauteur. Ceux qui ont des oreilles absolues, ils ont un autre type d'écoute qui est moins fort que l'écoute des hauteurs. C'est quelque chose qui a été prouvé par des chercheurs en psychologie. Le point ici, est-ce qu'on a plusieurs types d'écoute? C'est la collaboration de ces écoutes faillibles en fait, qui donne un résultat cohérent. Donc, dans la machine d'écoute en Tescofo, on fait pareil, on essaie de mélanger plusieurs machines faillibles pour avoir un résultat intéressant. Et les détails de tout ça, c'est écrit dans cet article. Le deuxième point, c'est plus compliqué, c'est comment capter l'intention du musicien. Et pour ça, pour ceux qui sont intéressés au sujet, je vous invite à lire cet article qui est disponible sur Internet, qui est sur le dynamique de l'attente. Comment les gens suivent des événements qui varient dans le temps par des chercheurs américains qui travaillent sur le cerveau. Et en fait, déjà, ils partent sur un concept très intéressant et curieusement, ils travaillent beaucoup sur la musique. Ils représentent le temps comme un élément circulaire et pas linéaire. Bon, je ne travaille pas dans les neurosciences, mais si vous regardez vos horloges anciens, en fait, ils sont circulaires. Il y a quelque chose qui tourne. Donc on va représenter le temps de manière circulaire. Et en fait, ces gens-là ont montré que le phénomène de synchronisation chez les humains et aussi dans notre cerveau, ça se passe par un phénomène qui existe dans la nature, que Christian Huygens a découvert au XVIIe siècle, qui s'appelle la sympathie des horloges. En fait, la sympathie des horloges, c'est très simple. Vous lancez 2 pendules sous forme aléatoire. S'ils sont liés mécaniquement, au bout de quelques secondes, ils vont commencer à se synchroniser. Alors, en Tescofo, on utilise la même astuce. Il y a 2 pendules. L'un, c'est le musicien. L'autre, c'est la machine. C'est l'horloge de la machine. Et on les lie par une machine d'écoute. Et ils doivent se synchroniser au plus vite possible. Comme ça, on arrive à capter le tempo du musicien. Mais le tempo du musicien, qu'on capte, ce n'est pas un tempo
correct dans le sens mathématique, si vous voulez. C'est un tempo avec beaucoup d'inertie, en fait, qui donne une idée de ce qui va suivre ensuite. Pour ceux qui aiment les mathématiques, il s'agit des oscillateurs couplés en phase. Donc ça, c'est en quelques mots la machine d'écoute. Mais l'écoute ne suffit pas. Une fois qu'on arrive à écouter, il faut pouvoir aussi agir. Et pour pouvoir agir, il faut pouvoir décrire l'ensemble des actions qui sont possibles suite à une perception. C'est là que la programmation rentre en jeu et l'idée d'écriture musicale. Donc on va regarder comme exemple la pièce de Pierre Boulez qu'on a vue tout à l'heure, ce qui est très très clair. Donc ici, il s'agit de la partition qui est publiée par Universal, l'éditeur. Donc l'écriture ici, c'est une sorte de transcription de la pensée. On passe du temps pensé au temps écrit et on espère que ça va être produit comme c'est écrit. Maintenant, je vais vous montrer comment en réalité cette écriture qui est très claire a été transcrite pour l'ordinateur vers les années 97. Et pour ça, je vais vous montrer le manuscrit original de Pierre Boulez. Donc, comme vous voyez dans la partition, on a un premier événement qui est ici. Donc, ça correspond à celui-là. On a un programme qui ressemble à celle qu'on a vue tout à l'heure, avec des programmes qui font des traitements, en fait, qui reçoivent des messages pour mener leur action. Donc, l'ensemble des premiers événements, c'est plein de paramètres, en fait, qui sont envoyés au module de calcul. Bon, jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Sur la deuxième, il se passe quelque chose d'intéressant. En fait, si vous regardez bien, ici, on a un processus électronique qui joue une phrasée musicale. Mais si on regarde ici, en fait, ces chiffres-là, en fait, c'est des chiffres qui correspondent au délai d'envoi des messages. Ces chiffres-là sont écrits en millisecondes. Donc déjà, il y a une grande erreur. Cette partition-là ne correspond pas au temps pensé du compositeur. Ça veut dire que quelque part, en écrivant ce processus pour la machine, on a perdu l'expressivité en fait, qui exige l'interprétation musicale et on ne peut pas l'interpréter. Donc il faut ramener cette notion du temps hétérogène pour écriture et aussi pour l'exécution dans la machine. Mais ce n'est pas que le temps qui est hétérogène. Juste en restant sur le temps hétérogène, quand on parle de l'électronique, ça devient pire. Parce que si vous voulez, ici c'est une partition un peu d'exemple. Toujours en haut, vous avez une partie instrumentale et en bas, on a des exemples de partitions électroniques. Il y a des processus électroniques qui peuvent être contrôlés par des courbes, par exemple un filtre. Il y a des partitions comme un échantillonneur que vous pouvez écrire leur temps en fait, avec un temps symbolique et d'autres avec un temps complètement discret. Donc, il faut avoir la puissance d'écriture de ces différents temps. Mais ce n'est pas le temps seul qui est hétérogène, on a aussi les calculs aujourd'hui qui sont hétérogènes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la grande différence entre les pièces des années 80 et les pièces d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de paradigmes de calcul qui ont été inventés en informatique musicale. Vous pouvez faire de la synthèse sonore, qui est une sorte de calcul, ça peut être un calcul continu. Vous pouvez faire du traitement sonore, vous pouvez prendre le son d'un instrument en temps réel et le transposer, le transformer. Vous pouvez jouer sur comment le son est diffusé dans l'espace. Vous pouvez utiliser des modèles physiques qui font des équations différenciées, c'est un autre modèle de calcul avec un autre temps. Vous pouvez utiliser des paramètres gestuels, vous pouvez contrôler des processus électroniques avec le geste de l'instrumentiste ou le geste des danseurs. Vous avez aussi des paradigmes transactionnels. Un exemple de paradigme transactionnel, c'est ce qu'on appelle la synthèse concaténative. Quand vous appelez des centres d'appel, il y a souvent un robot qui vous répond. Ils n'ont pas enregistré toutes les phrases. En fait, la machine va piocher des petits bouts de voix. En fait, il les met ensemble, il les concatène. En fait, ça donne un synthèse concaténatif. Et vous pouvez aussi utiliser des automates. Il y a beaucoup de gens qui font d'improvisation automatique. Ils apprennent des automates en temps réel, ils le font jouer. Donc tout ça aussi, c'est des différents types de calculs. Donc on a hétérogène à la fois en calcul et le temps.
encore une fois, pour regarder en fait comment ces pièces ont été faites, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a une séparation entre tout ce qui est calcul bas niveau et le calcul haut niveau qui nous lie vers les humains. Et en fait, quand on regarde ces programmes-là, souvent, en fait, on a un système qui est interactif dans le sens informatique, qui est le système d'écoute, qui communique en fait avec un système réactif en fait, qui exécute des actions. La séparation de la perception et action, c'est une grande erreur. Il faut que l'action et perception soient fortement couplées, ou autrement dit, il faut que le système en question, quand il est modelé, quand il est conçu, considère dans sa conception le monde extérieur. Ça veut dire que le monde physique et le monde, disons, cyber ne sont pas séparés, d'où l'idée des systèmes cyberphysiques qui est représentée par Antescofo en informatique musicale. Donc on ne peut pas séparer la réaction et la perception. D'ailleurs, il y a des psychologues et des gens qui travaillent sur le neurosciences aussi qui parlent de ce phénomène. Alors, comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Et on a quand même un but très très important, c'est assurer la fiabilité et sécurité de tous ces différents composants hétérogènes dans le temps et calcul. Et pour ça, pour avoir cette sécurité et fiabilité, avec pas mal d'essais ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il faut pouvoir décrire le comportement d'un système temps réel tel qu'Antescofo d'une manière formelle, pouvoir l'analyser et être sûr que les choses se passent comme il faut. Et ici, vous voyez un schéma de système Antescofo où la machine d'écoute il est couplée avec une machine d'ordonnancement. Et il se communique à la fois par des événements qui sont produits dans l'environnement extérieur, mais aussi par le temps des événements. Souvent, les systèmes temps réel en fait, sont catégorisés soit comme des systèmes événementiels, soit comme des systèmes temporels. Ici, on va être à la fois événementiel et temporel. Sinon, on ne peut pas écrire de la musique. Et les comportements en fait, d'un programme tel que celle-ci, en fait, il est complètement déterministe. Ici, en fait, je montre le comportement, par exemple, d'un groupe polyphonique. Vous voyez, on a un état initial, en fait, qui est lancé par l'environnement extérieur. On a toujours un état critique. L'état critique correspond au fait que, par exemple, il y a un des événements de l'environnement extérieur qui n'est pas là, pour une raison ou autre. Soit le musicien l'oublie, soit la machine d'écoute ne l'entend pas. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Il ne faut surtout pas arrêter le concert. Il faut continuer. Il ne faut surtout pas que cette erreur propage dans la salle pour qu'on entende une grande erreur. Donc c'est avec ces systèmes formels en fait, qu'on arrive à assurer au moins un comportement déterministe et voir mieux les erreurs. Et il y a plusieurs approches en fait, à ça qui ont été publiées d'ailleurs cette année. Alors pour mieux, ça c'est un peu le système d'Antescofo. Je me suis dit que peut-être pour mieux montrer le langage elle-même, on va faire un démo live, puisqu'on parle du temps réel. Donc, on a eu beaucoup de chance d'avoir Jérôme Comte aujourd'hui, clarinettiste d'ensemble intercontemporain. Et donc, je dois vous avouer que je ne suis pas un compositeur, je ne vais jamais être un compositeur. Et je vais prendre un exemple de type très simpliste. Et on va petit à petit ajouter des effets électroniques et voir comment ça s'est construit. Alors, l'exemple que je vais vous montrer, c'est une vocalise étude de Ravel. Je vais peut-être, pour commencer, demander à Jérôme de jouer la pièce sans aucun effet électronique pour que vous vous habituez au système. Alors, ce que vous voyez sur l'écran, c'est une interface graphique de notre langage Antescofo qui a été développé très dernièrement. Il a été sorti la semaine dernière. Ça a été développé par Iria Tomakofi. Donc on va peut-être faire un démarrage quand tu veux.
fait, ce que vous voyez là, c'est évidemment la position de musicien qui est détectée par le système, mais aussi en haut, vous voyez le tempo, la vitesse avec laquelle le musicien joue. Maintenant, je vais prendre la même pièce. Je vais ajouter quelques actions électroniques très, très basiques, standards des années 80. Alors, les sons que vous allez entendre avec la clarinette, c'est des sons en fait qui sont générés en temps réel par le son de clarinette. Si vous voulez savoir exactement, à cet endroit-là, je vais prendre le son de clarinette, je vais le mettre dans un délai, je vais le boucler, comme ça vous allez entendre une sorte de pédale qui reste. Et plus loin, je vais prendre le son de la clarinette et je vais le transposer, comme ça vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y a deux clarinettes qui jouent. Bon, très bien. Jusque-là, en fait, c'est des choses assez classiques. Maintenant, on va faire un peu de programmation. Et on va faire un peu de programmation temporelle. Donc, c'est des exemples que j'ai préparés un peu très rapidement hier pour vous, qui utilisent notre nouveau langage. Donc, il y a un effet, en fait, qui est très connu, par exemple, sur le trompette, qui s'appelle l'effet wah-wah. En fait, l'effet wah-wah, ça fait du wah-wah sur des instruments avant. Normalement, on le fait avec un sourdine. Ici, on essaie de faire un wah-wah artificiel. Alors, les effets de wah-wah, ça existe et c'est beaucoup utilisé dans la musique pop jazz. Sauf que souvent, en fait, ces effets-là, en fait, sont contrôlés par l'enveloppe, par le dynamique de l'instrument qui rentre. Et on ne peut pas avoir ce genre d'effet en fait, sur les notes en fait, qui sont jouées très doucement. Ici, en fait, l'effet wah-wah, c'est très simple. En fait. On a un filtre en fait, qui agit sur le son, qui enlève certaines parties. Et pour l'implémenter, en fait, il faut que ce filtre bouge dans le temps. Ça veut dire qu'on va avoir un processus continu qui doit être synchrone avec le musicien et qui va être en fonction de son autor, de son pitch, détecté en temps réel, et aussi sa durée anticipée, avec la dernière tempo détectée. Alors, ça c'est une fonction, disons, dynamique, les informaticiens le connaissent. Ce qui est intéressant ici, vous voyez le programme, en gros on a une construction qui s'appelle Curve, qui fait en fait des données continues, et en fait qui construit une action avec des fréquences et des gains en fait pour le filtre. Et en fait, il s'agit d'un processus continu qu'on va échantillonner en temps réel. Ici, j'ai décidé que l'échantillonnage va être en temps absolu. Il est 0,03 secondes, qui est 30 millisecondes. Et là-dedans, je vais avoir deux courbes. Une courbe pour la fréquence. On va voir qu'il commence, en fait, on fait des conversions de la hauteur vers Hertz, mais ça c'est un détail. Il commence par la hauteur et il va glisser pendant la durée donnée, en fait, jusqu'à 4 fois la hauteur de la note. On a une deuxième courbe qui est le gain de filtre, qui est très important. Et ceux qui font du design sonore, ils savent très bien qu'il faut construire une enveloppe qui monte. En gros, on appelle ça ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Donc, on a une période d'attaque ici qui est très, très courte. Et l'interpolation ici va être exponentielle. Il reste pendant un certain moment en haut, après il s'éteint. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est en train de produire des événements continus. Le grain d'interpolation sont en temps absolu, mais les points sont
en temps musical, ça veut dire que ces points peuvent potentiellement changer en temps réel en fonction du musicien, donc on mélange plusieurs temps. La deuxième chose que je vais ajouter, c'est, juste pour m'amuser, hein, il ne s'agit pas d'une pièce, c'est, je me suis dit que bon, on a pas mal de sons, lisses, je vais faire un son de synthèse. Donc j'ai tapé sur Internet, je suis tombé sur un son de gong tibétain, qui sont comme ça. Et si vous analysez en fait ce son-là, vous allez voir que bon, ça c'est une analyse temps-fréquence. Ici on a des fréquences, ici on a le temps. Vous allez voir qu'il est composé de certains harmoniques en fait. Si vous regardez très bien, et on entend très bien qui vibre un peu, il y a un peu de battement et vous voyez très bien le battement ici. En fait, on peut très très facilement construire ce son-là avec des sinusoïdes qui sont déclenchés en temps réel avec un taux de décroissance en fonction de fréquences. Vous voyez que les fréquences qui sont plus hautes, en fait, ils mordent plus vite que les fréquences en bas. Et en plus de ça, si je regarde juste le chiffre qui correspond à chaque harmonique ici, je peux le virtualiser dans le même sens que Philippe Manoury a parlé tout à l'heure. Je peux regarder la relation entre la première harmonique ici, qui donne le son, disons, fondamental du gong, et les autres. Et en virtualisant ça, je vais avoir un processus informatique dynamique, en fait, qui prend un auteur et un taux de décroissance et qui va ici, dans ce cas-là, je suis en train de lancer, je crois, 8 sinusoïdes différents. Donc la première, en fait, il utilise le F0, le pitch que je lui donne. La deuxième, en fait, il va prendre la même chose, plus 5 Hz, pour créer le battement qu'on vient d'entendre. Et ce qui est marrant, parce que dans ce genre de son, en fait, les rapports ne sont pas harmoniques. Vous voyez, la deuxième, c'est à 2,54, ensuite 5,57, etc., etc. Donc ça, c'est une virtualisation de ce son-là. Maintenant, je peux le créer en temps réel autant que je veux. Mais je me suis dit, je vais encore m'amuser un peu plus, surtout en regardant les cours de Gérard Berry. Je vais utiliser une sorte de programmation temporelle. Je vais dire à la machine que tu vas réagir en suivant une forme temporelle spécifique. Ici, je vais dire à la machine que tu vas me générer un gong chaque fois en fait, que tu vois un pattern sur la hauteur qui correspond à ça. Ça veut dire que la dernière hauteur que la machine entend doit être plus petite que celle d'avant, et celle encore avant doit être plus petite. Ça veut dire qu'on va essayer de détecter des petites montées comme ça. Et pour ça, pour celui-là, on est directement inspiré par les langages synchrones impératifs type comme STRL. Il suffit d'écrire ça. On a une construction qui s'appelle Whenever. Tout ça, c'est le travail de José Echeves qui est assis là-bas. On a une construction qui s'appelle Whenever. On peut accéder à l'historique des valeurs qui rentrent dans le système. Ici, pitch, c'est un variable du système, mais on peut avoir notre propre variable. Alors, le 1 dièse, c'est comme le prix pour les gens qui font du langage synchrone. On peut définir, en fait, un rapport. Alors, ce n'est pas un abro, parce que dans abro, on peut avoir A et B ensemble. Mais ça ressemble un peu aussi, c'est comme un ABC-Rho, sauf que si on fait A, B et C ensemble, c'est un accord. Et ici, on a un instrument monophonique. Et je lance un gong. Alors, pour qu'on entende bien le gong, en fait, je vais prendre le pitch, le dernier hauteur courant qui est donné par la clarinette, et je vais le jouer 2 octaves plus bas, parce que sinon, ça va être un peu bizarre. Alors, on va tout de suite voir je vais tout de suite charger la partition et quand tu veux.
Merci, Jean. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'une composition. C'était pour vous montrer, en fait, comment on peut s'amuser avec ce type de langage et comment on peut très rapidement, en fait, écrire une certaine pensée musicale qui mélange le temps et l'événement. Alors, je dois préciser que la majorité de ces nouvelles constructions, en fait, qui sont sorties la semaine dernière, c'est des choses en fait qui sortent des souhaits des compositeurs comme Philippe Manoury, par exemple dans Tensio, où il y avait un souhait de différents types d'interactions et réactions entre l'homme et la machine. On ne pouvait pas le faire, ça nous a engagés pendant 2 ans, et on a hâte de voir ce qu'il va faire après, et on a un peu peur aussi en même temps. Et avec ce nouveau langage, en fait, je vous ai mis en perspective, en fait, disons, la visualisation graphique qui n'est pas 100% finalisée de cette partition-là, de cette partie-là, en fait, de la partition, telle que ça a été la pensée qui est transcrite par le compositeur et ce qui a été transcrit par la machine. Évidemment, cette interface graphique va générer des programmes, en fait, et on essaye de faire en sorte que le système assure la performance de tout ça en temps réel. Et pour terminer, je vais vous montrer un petit extrait d'entretien avec le compositeur Marco Stroppa, qui est à l'origine, en fait, de ce projet, où il parle de cette association de langage informatique et aussi une sorte de perception artificielle. Et il pousse un peu plus loin, il parle d'un phénomène très très important aujourd'hui qui est la préservation. Ça veut dire que l'écriture, c'est aussi la préservation d'une pensée pour que les gens puissent le lire. Et il s'agit d'un extrait d'un documentaire qui a été produit par INRIA, vous pouvez le voir en intégralité sur le web, à l'occasion de la première de son opéra à Opéra Comique, qui a utilisé notre système pour tout à fait autre chose que les sons que vous venez d'entendre. Dans ce cas-là, il est en train de contrôler des pianos robotisés et d'autres choses sur scène. Avant, que ce qu'on faisait, on avait un gros patch et on essayait de cliquer dessus, on improvisait un peu la partie électronique en suivant les musiciens, une machine ou quelqu'un qui jouait l'électronique. Avec un Tescofo, toutes ces actions-là qui étaient un peu improvisées, et sincèrement ça sonnait improvisé, peuvent être écrites dans une partition écrite qu'on pourra lire à l'avenir quand la technologie aura disparu, en tout cas cette technologie aura disparu, et qui reste une trace écrite. Merci pour votre attention.